1er février 1979. L'avion qui ramène de France l'ayatollah Rouhollah Khomeini arrive à Téhéran. Le leader religieux chiite, que la foule n'appelle plus que l'imam, scelle par ce retour, après 15 ans d'exil en Irak et 6 mois en France, la chute de la monarchie des Pahlavis. La révolution khoméiniste qui commence alors représente, comme toujours avec l'Iran, un grand tournant de toute la politique du Moyen-Orient. Déjà, l'Iran avait inauguré en 1906, 2 ans avant les Jeunes Turcs, le cycle des révolutions laïques et libérales, et Mossadegh, entre 1951 et 1953, avait précédé encore Nasser de 5 ans en nationalisant le pétrole du Golfe Persique. L'Iran est toujours en avance d'une révolution en Orient. Ici, après un quart de siècle de stabilisation monarchique par Mohammad Reza Pahlavi, dont le bilan était loin d'être négligeable, on s'interroge encore à ce jour sur les causes de l'un des bouleversements les plus étonnants d'un XXe siècle pourtant riche en révolutions. Peut-être faut-il, pour en cerner les causes, s'interroger sur les nombreuses failles du pouvoir du Shah. Entrecoupée de quelques brèves flambées démocratiques, la dernière entre 1946 et 1953, c'est la monarchie absolue qui prévaut en Iran. Modernisateur laïque et autoritaire dans la veine de Mustafa Kemal Atatürk, Reza Pahlavi a d'abord créé une république. Mais dès 1925, il se proclamait empereur, Shah, et créait une nouvelle dynastie, les Pahlavis. Renversé en raison de sa politique allemande en 1941, par une conjonction des Anglais et des Soviétiques, il abdique au profit de son fils, Mohammad Reza, dont le règne cahotant doit d'abord s'accommoder de 2 occupations étrangères jusqu'en 1945, puis d'une évolution vers la monarchie constitutionnelle et parlementaire. Le chef du Front National, la gauche laïque modérée, Mohammad Mossadegh, le force à un bref exil en mars 1953. Rentré à Téhéran, à la suite du coup d'État réussi fomenté par la CIA, le Shah peut enfin régner sans partage, ainsi que le lui a enseigné son défunt père. Velléitaire, méfiant de tous et de tout, mais également autocrate sans recul, doué parfois de visions planétaires mais toujours d'une maladresse politique profonde, exagéré par un tempérament volontiers dépressif, le Shah optera de plus en plus nettement pour un despotisme policier s'appuyant sur sa propre police, la SAVAK. Pourtant, son régime, dans le prolongement de celui de son père, est incontestablement éclairé s'il ne laisse pas d'être despotique. Il émancipe les femmes, réalise une véritable réforme agraire, la Révolution blanche, préparée par un Premier ministre libéral et proche des Américains, Ali Amini, dont le Shah se débarrassera ensuite prestement pour s'arroger tout le mérite de l'opération. Communistes et démocrates mossadeghistes sont certes réprimés assez brutalement, mais aussitôt réintégrés dans l'appareil d'État, notamment culturel, dès qu'ils font mine de se rallier. Comme toujours en ce domaine, la vérité vient à la fin. En obtenant le concours face à l'émeute islamiste d'un vieux partisan de Mossadegh, Shapour Bakhtiar, qu'il nomme Premier ministre quelques jours avant sa fuite, le Shah manifestait une dernière fois les liens discrets qui le reliaient à une certaine gauche laïque dont il partageait à sa manière les idéaux modernisateurs. Après le choc pétrolier de 1973, le Shah aura désormais les moyens de sa mégalomanie. Téhéran ne cesse de grandir dans un contraste croissant entre ses beaux quartiers occidentalisés et les quartiers sud déshérités, où s'amoncellent des immigrés venus de tout le pays en quête d'un morceau de la nouvelle prospérité. Cette combinaison de faiblesses et de contradictions pouvait ainsi bénéficier à une opposition. Mais laquelle? Les 2 grands partis qui dominaient en 1945, les communistes du Toudé et les démocrates laïques du Front National, partisans de Mossadegh, sont en déclin profond. Désigné en 1953 comme l'ennemi principal, le Toudé a d'abord subi la répression très dure dont il eut toutes les peines à se remettre. Ces militants, qui ont souvent connu les prisons, diffusent des journaux clandestins et recrutent des sympathisants, surtout intellectuels. Le Front National de Mossadegh connaît une évolution sensiblement parallèle. Un noyau de fidèles constitue un réseau de notables qui entretient la flamme du souvenir de 1953, mais là plus encore, la nouvelle richesse pétrolière a éteint la contestation plus sûrement que la surveillance attentive de la SAVAK, qui par ailleurs ne se relâche pas. C'est ainsi que la voie va se libérer pour un surgissement de l'islam politique par abstention de la gauche traditionnelle. Pourtant, les mollahs ont d'abord soutenu la dictature personnelle du Shah,
obtenant par exemple de pouvoir massacrer et persécuter les dissidents de l'islam que sont les Baha'is, qu'ils haïssent tout particulièrement, tandis que la SAVAK s'occupait pour son compte des communistes. Ce n'est que la réforme la plus progressiste du pouvoir impérial, la redistribution des terres du clergé, dans le cadre de la soi-disant Révolution blanche de 1963, qui entraîne leur véritable passage à l'opposition. Encore faut-il ici nuancer quelque peu. Le chiisme des 12 imams, on dit duodécimains, triomphe en Iran au XVIe siècle et il se transforme alors en religion d'État. Mais son clergé, fortement hiérarchisé, demeure toujours indépendant. À côté d'un bas clergé obscurantiste, ignorantin, pauvre et haineux, qui constituera le ciment du nouveau régime, il y a toujours eu place pour des lettrés subtils, des cardinaux de cour et des esprits libres et contestataires. Une partie des mossadéguistes, d'inspiration religieuse, vont, pour leur plus grand malheur ultérieur, faire le pari d'une évolution démocratique et de gauche de ce clergé. Il y aura certes des ayatollahs modérés, parmi les plus grands pour soutenir le libéralisme politique et parlementaire de Mehdi Bazargan, le lieutenant religieux de Mossadegh. Shariat Madari, le grand ayatollah de Tabriz, mort sous Khomeini en résidence surveillée, fut de cela. L'ayatollah Talleyrani, mort assez mystérieusement dans les premiers jours de la révolution de 1979, allait, lui, jusqu'à prêcher la conciliation avec le marxisme. Et le courant principal se détourne de ces solutions de conciliation et regarde en fait vers un ayatollah tout à la fois révolutionnaire et conservateur, exilé depuis 1964 en Irak en raison de son opposition à la réforme agraire du Shah, Rouhollah Khomeini. Qui est cet homme? Ascétique, farouchement intègre et cruel, Khomeini, comme son nom l'indique, Khomeini est une petite bourgade du centre du pays, est un curé de province, peu versé dans la spéculation théologique, peu ouvert à la culture non musulmane. Élevé dans la haine totale des principes de la révolution libérale de 1906, Khomeini a d'abord été partisan du retour de Mohamed Reza en 1953. Il ne prend feu et flamme qu'à l'occasion de la Révolution blanche pour défendre, mais avec véhémence, les droits de propriété du clergé. Expulsé vers l'Irak, persécuté par la SAVAK, il se radicalise, mais pas au point de renoncer à condamner ceux de ses partisans qui, dans les prisons du Shah, entretiennent des contacts amicaux avec communistes et islamo-marxistes, les Moudjahidines. Néanmoins, l'homme sait être aussi habile. Il sait par exemple dissimuler son hostilité viscérale à la démocratie et au pluralisme sous un discours officiel anti-impérialiste qui gomme habilement les oppositions. Grâce à son aval ambigu, la révolution peut commencer. C'est la dernière grande révolution du XXe siècle. Sa cause profonde, l'illégitimité persistante d'un Shah d'Iran qui continue à être perçu par ses sujets comme le relais d'un protectorat de fait des États-Unis. Sa cause active, la transformation des idées de gauche, venues soit de l'Union soviétique stalinienne, le Toudé, soit de la Turquie kémaliste, le Front national, soit à présent du monde arabe nassérien, les Moudjahidines ou Mehdi Bazargan, en une idéologie spécifiquement iranienne, puissante, l'islamisme chiite révolutionnaire. Pour cela, il fallait en outre que les masses profondes se transfèrent progressivement des campagnes vers les villes. Car comme pour la Révolution française selon Michelet, la révolution iranienne est tout à la fois une révolution de la richesse et de la pauvreté, de l'explosion industrielle permise par le choc pétrolier de 1973 et de l'aliénation des quartiers sud de Téhéran. Elle est enfin imputable à la faiblesse et à l'humanité du Shah, figure de transition pas assez occidentalisée pour favoriser l'évolution vers la démocratie, mais déjà trop pour noyer une véritable révolte populaire en un bain de sang. Partie d'une agitation multiforme, à l'issue du ramadan d'août 1978, la colère populaire aboutit rapidement à l'affrontement. La loi martiale à Téhéran, le 8 septembre 1978, après la mort d'une centaine de manifestants, l'annonce sous la pression américaine d'un train de mesures de libéralisation en novembre 1978, la nomination in extremis du démocrate laïque Shapur Bakhtiar ne peuvent endiguer le flot. Plutôt que de déclencher une guerre civile avec le noyau des militaires qui lui sont fidèles, le Shah, comme en 1953, perd à nouveau les pédales et se prépare à fuir. L'arrivée de Khomeini dans une incroyable liesse populaire, la fraternisation de la foule avec une armée qui se rallie, notamment les aviateurs,
donne le sentiment d'un basculement pur et simple. Cette fois-ci, la CIA n'est plus là pour récupérer le trône. Pourquoi les Américains abandonnent-ils le Shah? On a beaucoup spéculé sur ce qui se passait alors à Washington et sur l'attitude du président Carter dans le cours de cette crise. L'entourage du Shah, égaré par le ressentiment, l'accuse volontiers de passivité délibérée. Certains mettent même en avant une prétendue revanche des Occidentaux sur le Shah pour lui faire payer le choc pétrolier de 1973. L'attitude de Giscard d'Estaing, donnant asile à Khomeini expulsé d'Irak à Nonfle-le-Château, entrerait dans ce schéma. Mais à la vérité, tout indique que l'Amérique, comme tout le monde, a été saisie par la panique et s'est montrée incapable de réagir à une éruption volcanique qu'elle ne comprenait ni ne maîtrisait davantage que le Shah lui-même. Expression de l'éveil brutal du peuple iranien, Khomeini est en effet une force de la nature, car il y a une nature sociale autant qu'une nature biologique. Se pensant comme le prophète d'une ère nouvelle pour l'islam, il sera pourtant avant tout un élément de destruction de l'ordre ancien despotique comme de la modernité naissante, le tout ensemble. Après presque un quart de siècle de révolution islamique, on peut même se demander si à son tour, en éduquant par la pratique le peuple iranien dans ses profondeurs à la nocivité absolue de l'intégrisme, il n'a pas préparé, par le chemin le plus dur, l'avènement de la démocratie en Iran, sans lui et contre son héritage.